On se retrouve aujourd'hui pour le bilan numéro 1 du mois de juin et je peux vous dire qu'il va y avoir un paquet de bilans parce que j'ai vraiment beaucoup lu en juin. Donc on va pas plus traîner, c'est parti, on y va tout de suite. Alors, comme d'habitude, et je le redis tout de suite avant d'attaquer, avant de parler de mes lectures, comme toujours, je parle de toutes mes lectures, je pense quasiment toutes en vlog, où je développe a priori beaucoup plus le propos. Donc là, on est sur quelque chose de concis, c'est un bilan. Ça n'a pas pour but de beaucoup développer, ça a pour but en fait que les gens qui n'aiment pas trop se taper des vlogs d'1 heure, ce que je peux entendre, eh bien, puissent avoir un avis rapide et retrouver en barre d'infos, si ils le souhaitent, eh bien, la vidéo où aller chercher plus d'infos, d'autant que mes vlogs, normalement, si j'oublie pas, et normalement je le fais parfois un peu en retard, mais je le fais toujours, ont tous une timeline avec tout qui est détaillé, donc il suffit d'aller dans la barre d'infos, de cliquer sur le... Voilà, là où ça vous intéresse, et vous retrouverez tout sans avoir à tout regarder. Normalement, je fais ça très minutieusement. Parfois, je le fais pas le jour même, il faut revenir peut-être 1 ou 2 jours plus tard parce que j'ai trop de trucs à faire, mais je le fais toujours, parce que moi aussi ça me sert. Voilà, bref, donc on va attaquer avec la première lecture de juin, qui était donc Dans les profondeurs du temps d'Adrian Tchaïkovski, que j'ai reçu gratuitement de la part de Folio SF, et que j'ai lu, en fait, pas tout de suite, parce que c'est un beau bébé, et que c'était assez impressionnant, et qu'il m'a fallu du temps, en fait, pour le lire. Bon, c'était pas de la faute du livre du tout, c'était uniquement de la faute de mon programme bien trop ambitieux, comme d'habitude. Dans ce livre, qui est un 2e tome, je le précise, qui est la suite de Dans la toile du temps, nous allons suivre l'humanité après l'Exode, après la fin de la Terre en fait, à travers l'espace qui recherche une planète où s'installer. Ça c'est plutôt Dans la toile du temps. Dans les profondeurs du temps, ça suit directement ça, donc on va suivre une partie de l'humanité loin dans le passé, vraiment très loin dans le passé, qui va trouver un ensemble de planètes potentiellement terraformable et qui va essayer de le faire, mais ils vont découvrir qu'il y a déjà de la vie sur cette planète et surtout ils vont commencer à penser que la Terre n'existe plus puisqu'ils n'ont plus aucune nouvelle. Eux ont dormi pendant des dizaines d'années pour arriver jusqu'à cet endroit et ils n'ont aucune nouvelle, donc ils commencent à réaliser peut-être qu'ils sont les seuls humains vivants au monde, en sachant qu'ils sont, je crois, 6 ou 7. Dans ce groupe, il y a un personnage en particulier qui, lui, va chercher à développer l'intelligence de pieuvres pour en faire des animaux qui pourraient aider l'humanité à terraformer les planètes, mais aussi juste parce qu'il aime les pieuvres et que c'est un scientifique et qu'il est intéressé par toutes ces expériences. Soit, ça c'est le pitch de base pour le passé. Dans le présent, on suit d'autres groupes d'humains qui sont à la recherche d'autres vies dans l'espace et qui vont découvrir une forme de vie très inattendue et qui communiquent totalement différemment de ce à quoi ils ont l'habitude. Après, à la fin, on a une petite partie future, mais ça, c'est totalement autre chose. Si vous n'avez pas lu Dans la toile du temps, n'écoutez pas ce que je vais en dire, ça pourrait spoiler des choses et ça serait bien dommage. Donc passez au livre suivant si jamais vous avez envie de lire Dans la toile du temps. Je ne vais pas faire de spoil sur ce livre, mais ce que je vais dire de ce livre, forcément, va un peu spoiler le tome 1, donc à vous de voir. Donc, on va retrouver beaucoup de questionnements que j'avais trouvé déjà très pertinents dans le premier tome, à savoir l'humanité par rapport à elle-même, l'individu par rapport au groupe, l'individu humain et ses ambitions, et à la fois dans son groupe et à la fois par rapport à l'humanité de manière générale. Je m'explique, on va retrouver des personnages de scientifiques dans le passé qui ont, malgré eux, un peu un complexe de Dieu, notamment deux, mais un en particulier, qui en fait, nous explique et s'explique à lui-même que s'il cherche à terraformer la Terre, ce n'est pas par amour de l'humain et par amour de ses congénères pour sauver l'humanité, mais simplement parce qu'il a besoin d'exister en tant qu'individu au sein d'une société qui compte des millions, milliards d'individus. Et donc, on a des motivations qui sont à la fois très humaines et à la fois extrêmement discutables, mais les personnages de Tchaïkovski sont toujours discutables et ne sont jamais très manichéens, très concrètement. On va retrouver aussi le personnage de Disra, qui est donc celui qui s'occupe de ses pieuvres, qui est un personnage très solitaire et très intéressant, pour lequel j'ai eu beaucoup d'affection, malgré ses particularités et sa manière d'envisager plein de choses, mais je me suis pas mal attachée à lui, je l'ai beaucoup apprécié, et dans l'ensemble, tout ce groupe pose beaucoup de questions, à la fois en termes
voilà, ce côté un peu philosophique, sociologique, mais aussi par rapport à la santé mentale, comment on fait pour se sentir quand on commence à réaliser qu'on est peut-être le dernier groupe d'humains au monde, dans l'univers tout entier. Et les questions que ça va poser en termes de santé mentale, c'était très très intéressant, j'ai beaucoup aimé. On va avoir des questions aussi par rapport à la vie qu'ils vont trouver, aux vies qu'ils vont trouver sur ces planètes et la manière qu'ils vont avoir de s'installer sur ces planètes. Quant au présent, on va retrouver notre groupe d'humains qui s'est installé dans le tome 1 sur la planète des araignées et on va avoir beaucoup de questionnements passionnants autour du langage, comment les humains ont développé leur langage pour communiquer avec les araignées puisque c'est eux qui arrivent, donc c'est à eux de s'adapter. On va avoir beaucoup de questionnements sur la manière que les araignées ont d'apprendre grâce au fameux virus de Kern du tome 1 qui leur permet enfin un peu comme on ferait avec voilà comment dire, une espèce de puce qu'on mettrait dans un ordinateur où on prend des informations et on peut les mettre dans un autre ordinateur. Bah, les araignées fonctionnent comme ça et pas du tout les humains qui ont besoin d'un long processus d'apprentissage et ne peuvent de toute façon jamais tout retenir et pas tout ce qui va être sensible en fait. Et du coup, il va y avoir ce questionnement aussi, et c'était vraiment génial. Il va y avoir aussi un questionnement autour de cette nouvelle espèce qui va apparaître et qui communique totalement différemment, qui va être face à des problématiques totalement différentes du groupe que nous on suit. Et c'était vraiment, encore une fois, passionnant. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je trouve que ça pose beaucoup de questions essentielles que l'on devrait plus se poser. Mais je ne vais pas beaucoup plus développer parce que c'est vraiment très très riche et j'en ai beaucoup parlé en vlog. Donc je vous remets ça en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Sachez en tout cas que j'ai adoré et que je remercie Folio SF pour cet envoi gratuit qui m'a fait très plaisir et pour lequel je suis très reconnaissant. En juin, j'ai également lu Elana de Pierre Bottero, le tome 1. Encore une fois, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'ai fait dans ma vidéo du bilan de mi-année. Donc je vais vous la faire encore une fois assez courte. On va essayer de ne pas traîner. Dans Elana, on va suivre le personnage d'Elana, qui est au début une petite fille qui est avec ses parents en voyage, entre guillemets, pour s'installer ailleurs. Donc il se déplace dans une caravane, mais roulotte quoi. Enfin, une caravane, plusieurs roulottes ensemble. Ils vont se faire attaquer. Les parents vont être a priori tuée et Elana va être recueillie par un peuple pas du tout humain, donc qui s'appelle des petits et qui sont des petites créatures de la forêt et qui vont la prendre assez petite, hein, elle a, je sais pas quel âge elle a, 3, 4, 5 ans peut-être, bon bref, ils vont l'élever, s'occuper d'elle, lui apprendre plein de choses et au moment où elle arrive à un âge, donc la préadolescence, où elle va se poser des questions d'identité et elle va partir mener sa vie en fait. Je ne vais pas vous en dire plus sur le résumé parce qu'il faut absolument découvrir tel que c'est sans rien en savoir, ça ne sert à rien d'en savoir plus. Vraiment, franchement, même ça c'est trop limite, hein. Je le fais parce que je sais que plein de gens aiment les résumés, mais en fait c'est trop, il y a besoin de rien pour se lancer dans Elana, si ce n'est qu'on va suivre un personnage absolument génial. On va avoir d'une part une écriture d'une grande qualité, aussi bien lisible par des enfants que par des adultes, parce que il y a cette espèce de double narration, entre guillemets, avec ce fil plus adulte et ces questionnements plus adultes, et ce que les enfants peuvent comprendre et percevoir et comment ils peuvent l'interpréter. C'est génial, j'ai adoré. On sent, et je le redis encore pour la 10e fois, que Pierre Bottero était un enseignant et je pense qu'il aimait son métier parce qu'il va beaucoup se pencher sur l'éducation d'une part, même si c'est pas... Enfin, quand je dis beaucoup se pencher, ça veut pas dire qu'on en parle beaucoup, mais on sent ici le fruit de ses propres réflexions et de sa propre expérience. Donc sur l'éducation, sur une éducation positive et qui n'a que pour but que l'enfant se développe et puisse être juste qui elle est, tout simplement sans biais induit par l'adulte qui... voilà, bref, vous voyez ce que je veux dire. On va aussi avoir un personnage féminin qui est incroyable parce qu'elle n'est pas parfaite d'une part, mais qu'elle n'est pas dans de la fausse imperfection. Elle est dans de l'imperfection courante chez la plupart des êtres humains, avec des questionnements, des besoins, des quêtes, enfin voilà, plein de choses d'humains, mais en même temps un personnage qui a la très grande qualité, et je pense que tous les enfants devraient lire ça, de savoir ce qu'elle veut quand elle ne sait pas, de réfléchir à ce qu'elle veut, de se remettre en question, d'être sûre d'elle et d'avoir confiance en elle, de s'écouter en fait, et vraiment dans tous les bons sens du terme, sans arrogance, sans prétention, sans fausse modestie, juste d'être
d'être juste avec elle-même. C'est-à-dire que Elana, elle est en accord parfait avec elle-même. Elle est capable de s'écouter, elle est capable de faire ce qu'il faut pour elle et pour son bien-être à elle. Et c'est tellement important et c'est tellement pas le cas chez la plupart des enfants qui font tout pour plaire à l'adulte que ça fait du bien de lire ce genre de personnage. Et je n'ai jamais lu un personnage comme ça, je vous le dis. Je n'ai jamais lu un personnage comme ça avant, ou alors je ne m'en souviens pas, qui est aussi vrai, qui ne fait pas monter toute pièce, qui est... Enfin, je sais pas de qui s'est inspiré Pierre Bottero pour écrire Elana, à mon avis, il y a une inspiration quelque part, parce que ce personnage sonne vrai, voilà, tout simplement. Et j'ai adoré cette lecture, j'ai adoré les thématiques abordées, j'ai adoré l'univers de fantasy qui se développe doucement et qui est tellement confortable, tellement, vous voyez, cet univers de fantasy d'enfance qui vous met tout de suite dans une bulle et dans quelque chose de totalement différent, et même s'il n'y a pas que du bon, il arrive du mauvais à Elana, il arrive du mauvais à son entourage, et bah on est bien dedans quoi. Et ça c'est tellement chouette, ça fait tellement du bien. Je ne vais pas beaucoup plus m'étendre, encore une fois j'en ai beaucoup parlé, je vous remets ça en barre d'infos, mais Elana, je ne peux que vous le recommander, sachez au cas où vous ne l'auriez pas vu, qu'il fait partie de mes meilleures lectures de ce début d'année, et à mon avis il va faire partie des meilleures lectures de toute l'année, et probablement de toutes mes lectures de tous les temps. Voilà, lisez Elana. Le troisième livre que j'ai lu en juin, c'était une lecture commune avec Juliette et Pénélope, et nous avons lu Emils d'Emmanuel Chastelière, qui va très rapidement, encore une fois, parler du personnage d'Emils qui se marie avec Hannibal Barca, qui est capitaine, chef, général de guerre à Carthage. Carthage qui est donc une ville de l'actuelle Tunisie. Voilà. Donc, je vous laisserai vous renseigner sur les guerres puniques si jamais ça vous intéresse, sinon Juliette l'a fait dans sa vidéo sur ce livre. En tout cas, sachez que Carthage était en guerre avec Rome, Rome qui possédait bien, un empire gigantesque, comme vous n'êtes sûrement pas sans le savoir. J'espère qu'on va pas entendre le camion de déménagement des voisins. Bref, donc dans cette lecture, on va suivre Emils et on va suivre en fait la vie d'une femme durant cette époque. C'est-à-dire que ne vous attendez pas à de la fantaisie et de la magie à tout va, c'est pas ça. C'est beaucoup plus historique, bien que réécrit, parce qu'on a très peu de choses sur Emils et sur Carthage de manière générale, mais on va suivre la vie de cette femme qui eh bien en fait est déracinée de chez elle, mariée à cet homme qui n'est pas mauvais en soi, mais qui va l'emmener, qui va l'envoyer chez lui, dans sa famille à lui, et où elle va ne pas parler la langue, ne rien connaître, ne connaître personne, être seule et devoir faire sa place. Et en fait, c'est ça les thématiques qu'on va aborder dans ce livre. On va aborder des thématiques proprement humaines. C'est-à-dire qu'on va aborder les thématiques du déracinement, des relations humaines. On va parler de guerre qui est toujours en arrière-plan sans être franchement présente. On va parler du mariage, on va parler de maternité, on va parler d'amour, on va parler de liberté, on va parler de choix et de non-choix quand on est une femme dans une société antique, puisque ça se passe en 218 avant Jésus-Christ, et on va parler de toutes ces thématiques. Et il me semble, je vais vous dire ce qui est écrit à la fin du livre, du résumé. Avec Emils, portrait d'une femme qui rêve de liberté et d'un monde plus juste, il signe une magnifique réflexion sur l'histoire et ce qu'elle retient, les hommes plutôt que les femmes, la guerre plutôt que la paix. Et c'est exactement ça, parce que là on est sur le revers de la médaille, avec toujours les hommes et la guerre qui sont en fait mis en avant. C'est comme si vous voulez, on avait fait un focus sur l'arrière. Ça veut dire qu'en fond, on a toujours la guerre, toujours les hommes, ce qu'ils font, leurs combats, leurs batailles, machin, mais on va se concentrer sur l'arrière, sur ce que les femmes doivent faire pour survivre, pour soutenir mari, fils, frère, la politique en arrière, enfin, toutes ces choses. Donc, je pense que vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé que l'écriture était de très bonne qualité. Il y avait des phrases très poétiques, c'était très beau, ça passait très bien. Il a l'air assez gros, mais en fait, ça se lit tout seul. Ça fait partie de ces livres qui ont une plume tellement fluide que ça passe tout seul en fait. C'était vraiment très chouette, j'ai relevé beaucoup de choses comme vous pourrez le voir. J'ai fait une vidéo totalement dédiée, donc je pense que j'y suis déjà bien trop revenue, étant donné qu'il y a un endroit où vous pouvez trouver tout dans le détail. Donc je vous remets ça en barre d'infos et je vous laisserai aller voir si vous voulez en savoir plus. En ce début de mois de juin, j'ai lu Mythes, miroirs de nos sociétés,
Je vous remets la couverture ici puisque c'était un emprunt médiathèque et que je ne l'ai plus en ma possession. Mais sachez que c'était une lecture vraiment très particulière et très intelligente. Dans ce livre en partie illustré, on va retrouver 13 mythes réécrits par l'autrice. Donc elle prend une base mythologique écrite par un auteur, une version qui l'intéresse, et elle choisit soit de beaucoup la modifier, soit de peu la modifier en fonction de ce qu'elle veut mettre en avant. Petit rappel, encore une fois, mais je l'ai dit plein de fois, mais je le redis parce que y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Il ne faut pas oublier que les mythes n'ont aucune vérité avec un grand V et que n'importe qui peut prendre un mythe et choisir de le réécrire comme il l'entend, puisque les mythes c'est comme les contes, hein, c'est des traditions orales, des traditions écrites, et c'est des traditions où on reprend un mythe, on le réécrit et on met en avant ce qu'on veut. Donc c'est ce que fait l'autrice et je trouve ça très chouette parce que c'est finalement assez peu fait de cette façon-là, c'est-à-dire vraiment comme un mythe, quelque chose d'assez court, qui n'est pas un roman où on va pas développer nécessairement les personnages plus que ça, c'est vraiment dans le format mythe, un petit peu dans son jus d'époque quoi. Et c'était très chouette. Donc on a cette partie réécriture de mythes et on a en face une analyse, donc en général l'autrice a choisi une grande thématique et elle va analyser à la fois la thématique dans le contexte socio-culturel de l'époque et par rapport à notre société, à nous, parce que d'une part notre société est plus que grandement inspirée des sociétés gréco-romaines, et aussi parce qu'il y a plein de choses qui font écho à ce qu'on vit. Donc on a 13 mythes, 13 grandes thématiques, donc par exemple, pour vous donner une petite idée, on a une réécriture du mythe de Pandore avec pour grande thématique aux origines de la misogynie, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, et je suis désolée pour ceux qui suivent toutes les vidéos et qui doivent en avoir marre de m'entendre répéter les mêmes choses, mais c'est important au cas où quelqu'un débarquerait et ne saurait pas. En fait, la société grecque était extrêmement misogyne et patriarcale, mais à un point vraiment très poussé, puisque les femmes de la société grecque, les femmes évidemment, les nobles femmes, n'avaient pas le droit de sortir du gynécée, devaient se cacher, enfin c'était vraiment une société où on n'éduquait pas du tout les femmes, elles n'apprenaient pas à lire du tout, pas à écrire, elles étaient complètement des objets qu'on utilisait pour faire des enfants en gros, et je tiens à réinsister là-dessus pour la simple et bonne raison que la mythologie qu'on a aujourd'hui, les restes de mythes, enfin les contes que l'on a récupérés, donnent une image des femmes qui est très faussée, puisque c'est des déesses, ce sont des héroïnes qui ne sont pas vraies et ne représentent pas du tout ce qu'était la condition des femmes à l'époque. Bref, donc on a pendant cette analyse de l'origine de la misogynie à la fois dans la société grecque et donc dans la nôtre, hein, puisqu'il y a des liens très évidents entre nos deux sociétés. On va avoir le mythe de Thésée qui va, enfin en tout cas un des mythes concernant Thésée qui va être réécrit et qui va être analysé du point de vue de la création de la virilité qui n'a rien de naturel ni d'essentiel à la nature humaine et qui est une construction sociale. Donc voilà, il y a une analyse de ça. On va avoir aussi par exemple, et c'est le dernier que je vous donnerai, après je vous laisserai découvrir parce que vraiment ça vaut le coup, une réécriture de la vie d'Hélène, qui n'est pas... Parce qu'il faut savoir qu'Hélène apparaît dans l'Iliade, elle apparaît extrêmement peu. En fait, elle est tout le temps évoquée, mais elle apparaît en personne très peu et elle ne parle quasiment jamais. Et donc c'est l'autrice, j'ai lu à la fin quand elle en parlait, dit que c'est quelque chose qui l'a beaucoup choquée parce qu'Hélène est un point pivot dans l'Iliade évidemment. Et en fait, c'est celle qui parle le moins quasiment. Et finalement, en lisant ça, elle a réalisé à quel point Hélène était une femme objet. Donc elle fait une analyse de la femme objet et elle fait une écriture absolument passionnante d'Hélène, très différente de ce qu'on peut voir, vraiment. Et ça valait le coup, c'était assez génial. Et aussi du coup une réécriture des hommes qui l'entourent, c'est-à-dire de son mari, de son beau-frère, donc Agamemnon, et aussi de Paris. Voilà, bref, excellente lecture, extrêmement édifiante, extrêmement importante je pense, parce qu'il est extrêmement important pour déconstruire, si on veut déconstruire toutes les bases patriarcales de notre société et si on veut vraiment faire un mouvement féministe efficace, il est nécessaire, je pense, en tout cas personnellement, de comprendre les origines de notre société patriarcale à nous. D'où ça vient, pourquoi et comment. Alors il n'y a pas que les Grecs qui sont
qui sont responsables de ça. Il y a eu aussi la religion chrétienne et notamment catholique, bien évidemment. Mais il y a beaucoup de facteurs et je pense qu'il est vraiment extrêmement important de décrypter tout ça, de comprendre tous ces mécanismes pour pouvoir de ne pas les reproduire au quotidien, pour pouvoir les déconstruire au quotidien, mais aussi dans une volonté de lutte plus grande dans la société de manière générale. Voilà, donc j'ai adoré cette lecture. Le livre est absolument magnifique en lui-même. Les illustrations de Lucie Luxor sont d'une qualité incroyable. Je ne peux que vraiment vous inviter à découvrir cet ouvrage. Et je pense même me l'acheter, me le procurer pour l'avoir à demeure et pour pouvoir le refeuilleter éventuellement. Et puis plus tard, dans quelques années, le mettre dans les mains de mes enfants. Alors vraiment dans quelques années, on s'entend. Mais voilà, à l'adolescence, peut-être que ça serait intéressant qu'ils l'aient entre les mains et qu'ils apprennent à découvrir tout ça, découvrir cette analyse qui est absolument passionnante. Voilà. En tout cas, sachez que ça m'a suffisamment marqué, même si, en fait, je savais plein de choses, parce que j'ai fait des études de lettres et j'ai beaucoup étudié la mythologie antique, mais il n'y avait pas ce biais féministe, bien évidemment, dans mes études. Donc là, ça m'a permis d'apporter un regard différent, et surtout bien plus tard, avec tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années pour moi, donc mon éducation au niveau du féminisme, au niveau de la société, etc., la déconstruction sur laquelle j'ai travaillé par rapport aux mécanismes sociaux, etc. Et du coup, ça m'a permis de voir tout ça sous un nouvel angle et un nouveau jour, et c'était génial. Bref, voilà. Donc je vous ai parlé de 5 lectures que j'ai fait en ce début de mois de juin, qui étaient, comme vous avez pu le constater, toutes de très bonnes lectures. Je suis ravie d'avoir pu les partager avec vous. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si certains titres vous font envie, si ça vous inspire et ce que ça vous inspire. Ça me plaît toujours d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes lectures. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!